Serge Lega, bonjour, bienvenue à The Farm. Bonjour Frédéric. On est particulièrement ravis de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est une conversation un petit peu particulière, très émouvante parce que vous étiez un de mes anciens professeurs Et oui, et j'ai un souvenir quand même assez vif de vos cours, surtout par rapport à une période en particulier qui était la période de la Renaissance. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de la Renaissance du Quattrocento et du Cinquecento italien, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur. Je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement. oui, alors je suis effectivement professeur, donc professeur à l'Institut d'études supérieures des arts de Paris. Je suis également professeur, j'ai été professeur pendant 15 ans à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Marne, qui est maintenant intégrée à l'école de Paris-Val-de-Seine. Et j'enseignais aussi bien dans le cadre de l'IESA qu'à l'école d'architecture, l'histoire de l'art. Par ailleurs, je suis conférencier des musées nationaux et je peux dire qu'au niveau des publications, je suis l'auteur d'un CD-ROM sur Léonard de Vinci et la Joconde qui a été édité par la Réunion de musées nationaux en 1998 et plus récemment, je viens de participer à un ouvrage collectif qui est édité chez Taillandier qui s'appelle Coup de cœur où je traite de la chapelle de l'École des Beaux-Arts de Paris. Parfait, très bien. Rentrons dans le vif du sujet, donc la Renaissance. C'est vrai que nous, pour nous, on aime bien dire qu'à l'heure actuelle, ce qu'on appelle l'âge de la multitude, nous vivons une nouvelle Renaissance. Et quand on en parle un peu aux clients, aux partenaires de l'agence, c'est assez compliqué parce que, bon, on doit argumenter forcément, mais si j'avais envie de faire cette conversation aujourd'hui, c'est pour revenir un peu aux sources et pour dire qu'est-ce qu'était la Renaissance finalement. Qu'est-ce qu'elle fut à l'heure au Quattrocento, au Cinquecento, qu'est-ce qu'elle fut pour les Italiens, pour l'Europe. Donc peut-être qu'on peut aller dans le vif du sujet par une définition, peut-être ce que fut la Renaissance, qui a imaginé le terme et surtout à quoi ça fait référence. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, le terme Renaissance, au sens le plein du terme, c'est un terme français. Ce sont vraiment les Français qui ont utilisé ce terme et on pense qu'il apparaît vraiment en tant que définition stylistique la toute première fois en 1718 dans le dictionnaire de l'Académie. Donc on a un terme qui est très tardif. À l'époque que vous mentionnez, le XVe siècle, le XVIe siècle, le mot de Renaissance est un mot qui n'est pas utilisé, même si dans l'esprit des intellectuels et des artistes, on est vraiment dans l'idée d'une nouvelle naissance, donc d'une renaissance au sens étymologique du terme. Et c'est vrai que cette notion est une notion qui vient un petit peu contrecarrer la vision qu'avaient les hommes de l'époque, qui était que l'on avait eu un âge intermédiaire, un Moyen Âge qui était considéré comme une époque obscurantiste, une époque qui était une époque grossière, qui n'avait pas les lumières que l'on attendait, qui sont celles de la Renaissance. Mais le mot lui-même est un terme, d'abord, je le répète, d'essence française et un terme relativement récent par rapport à l'époque où l'événement s'est produit. D'accord. Donc Renaissance, ce serait une renaissance, donc c'est-à-dire c'est quelque chose que donc, vous avez évoqué qui suit le Moyen Âge et donc qui fait référence forcément à l'antique. C'est la base même. L'idée, et je pense que quand on parle de Renaissance, il y a un mot qui doit venir quasiment automatiquement, c'est le mot d'humanisme. Et l'humanisme qui sous-tend toute la démarche intellectuelle de la Renaissance, la démarche forcément artistique également, c'est un terme qui vient de cette redécouverte de l'Antiquité, ce retour vers l'Antique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller se nourrir à cette source, qui est une source bien sûr esthétique, mais surtout une source de références, qui sont les références intellectuelle, littéraire, poétique, retrouver cette sorte d'âge d'or que l'on considère avoir été l'Antiquité gréco-romaine principalement. D'accord. Et ça, c'est vraiment conçu par les hommes du coup du XVe siècle comme un âge d'or finalement. Oui, et je dirais qu'il y a même une sorte d'étape pré-Renaissance, c'est-à-dire que dès le XIIe, le XIIIe siècle, on se rend compte que certains artistes, en peinture, en littérature, en poésie, sont déjà en train de se libérer justement de cet esprit médiéval, de cette vision qui est celle de l'époque. Donc il y a une première phase pré-renaissante, et puis avec le Quattrocento, avec le XVe siècle, là on aborde vraiment cette notion qui sera celle que nous appelons la Renaissance. Et comme vous le dites très bien, c'est totalement basé sur cette idée qu'il faut se nourrir au niveau du substrat antique. La seule chose, c'est que l'humanisme et la Renaissance
considère bien évidemment que l'on est dans un monde chrétien. Donc je dirais qu'au fond, c'est le retour à l'antique, mais en parallèle avec ce monde qui est le monde de la chrétienté. Je dirais que c'est l'association du monde antique et de la chrétienté qui correspond à la notion humaniste, qui replace aussi l'homme dans une position tout à fait nouvelle. D'accord. Et donc vous avez parlé de ce début de l'émergence d'une idée antique à la fin du XIIIe siècle. Si je comprends bien, c'est ce qu'on appelle les primitivismes. Donc peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Donc par quel artiste, par quel courant naît vraiment cette redécouverte? Alors je dirais que c'est ce qu'on appelle les primitifs. Le primitivisme, vous le savez maintenant, c'est une définition qui correspond plutôt à ce que l'on appelle les arts premiers en tant que tels. Donc c'est une autre démarche. Mais les primitifs, c'est une appellation là aussi très gênante parce que c'est un terme du 19e siècle et comme le mot l'indique, primitif, c'est une notion péjorative. C'est-à-dire que quand on parle de primitif au 19e siècle, c'est justement un art qui n'a pas encore reçu cet éclat de la Renaissance. Donc on considère ça comme un art qui est un art assez secondaire, dit primitif. Et les primitifs en tant que tels correspondent principalement à ce qui se passe justement dans ces siècles qui sont principalement le XIIIe, le XIVe siècle. Et là vous avez, je pense pour l'Italie, deux figures absolument essentielles. En peinture, c'est Giotto. Et dans le monde de la poésie, c'est un personnage tout à fait exceptionnel qui est Pétrarque. Et là, il y a une association entre ces deux grands génies qui sont vraiment, dans le domaine de la poésie comme de la peinture, considérés comme des systèmes évolutifs dans le domaine de la pensée, qui est la pensée occidentale. Et on pourrait rajouter un troisième personnage, qui est un disciple de Pétrarque, d'ailleurs, c'est Boccace. Et Boccace reprend les idées de Pétrarque. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'un est le disciple de l'autre et il meurt à 1 an d'intervalle. Donc, en fait, Boccace survit simplement 1 an à Pétrarque. Mais tout ça montre une nouvelle appétence, un nouveau besoin, qui est le besoin de cette compréhension, justement, qui est celle d'une nouvelle forme de culture, d'une nouvelle approche. Et ça touche donc à la fois la littérature, la poésie et la peinture. D'accord. Donc on peut peut-être parler de Giotto plus en détail, parce qu'évidemment c'est un des grands maîtres, c'est Vasari, je crois, qui fait débuter la Renaissance, enfin son histoire de l'art avec Giotto. Oui, on parle Vasari, c'est vraiment passionnant de le citer, d'abord parce que c'est un génie absolument avec ce texte éponyme qui sont les vies, les vités. Alors petite chose, Vasari, lui, fait vraiment dans l'idée de la Renaissance 3 étapes. Il reprend un peu le système de la vie de l'humanité, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a une phase d'enfance, il y a une phase d'adolescence et il y a une phase qui est une phase de maturité. Donc il découpe vraiment les choses et en simplifiant beaucoup, pour lui, la phase dite d'adolescence, c'est ce qui correspond pour nous au primitif. Donc Giotto en fait partie, mais là aussi pensons à une chose, les primitifs, Giotto est un primitif qu'on rattache à l'école florentine, mais les primitifs ont principalement en Toscane 2 grands pôles. Il y a évidemment l'école florentine, mais il y a aussi l'école siennoise, très très importante. Alors en donnant quelques noms, il faut savoir qu'à Florence, on aura en tout premier un artiste comme Cimabue. Giotto est vraisemblablement un élève de Cimabue. Donc la filiation est la suivante, Cimabue-Giotto, alors qu'à Sienne, on aurait la même filiation avec Duccio, Simone Martini, et on pourrait aller jusqu'aux frères Lorenzetti qui vont clôturer un petit peu cette grande période des primitifs siennois. Mais on a vraiment à ce moment-là 2 pôles qui sont des pôles très complémentaires, c'est Sienne d'un côté et Florence de l'autre. La seule chose, c'est que c'est Florence qui va relever la notion de modernité et qui sera le berceau de la Renaissance. Sienne est une ville qui va s'endormir. Alors là, il y a un événement qui va toucher évidemment toute l'Europe, mais qui touche particulièrement la Toscane. Entre autres, c'est la peste de 1348, cette peste noire qui décime toute une partie de la population. Et si Florence est très touchée, Sienne l'est également d'une façon dramatique. Et puis Sienne, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, n'aura pas la chance qu'à Florence d'avoir politiquement, économiquement parlant, des familles, surtout une famille, les Médicis, qui sauront donner une impulsion
au système politique, économique et donc également artistique qui sera la base de la naissance de la Renaissance. Sienne, au contraire, est une ville qui va s'endormir, qui va rester médiévale dans son esprit. Sienne aura des grandes figures, mais ce seront des grandes figures mystiques. Il y aura Sainte Catherine de Sienne, il y aura Saint Bernardin de Sienne, mais ce sont des grandes autorités morales. Ce ne sont pas des autorités qui sont dans le monde au sens actif du terme. Et voilà pourquoi Sienne a été passionnante à l'époque primitive et devient une ville assez passéiste au XVe siècle, alors que Florence sera la ville de la modernité et donc la ville de la Renaissance par excellence. Mais pour ce qui est des primitifs, il est vraiment essentiel de mentionner Sienne d'un côté, Florence de l'autre. Et à Florence, donc, même s'il a travaillé dans beaucoup d'autres endroits, Giotto est évidemment essentiel. Il y a un chef-d'œuvre absolu de Giotto, qui est la chapelle Scrovegni, c'est ça? Bien sûr. Qui est à Padoue. Tout à fait. Donc peut-être qu'on peut en parler parce que c'est un morceau absolument incroyable. En plus, c'est un ensemble de fresques qui ont été restaurées ces dernières années. Alors d'ailleurs, les conditions de visite sont devenues très draconiennes. On n'a plus qu'un temps très limité, comme dans tous ces ensembles. Mais bon, ça c'est un problème qui est un problème très actuel de conservation du patrimoine. La chapelle des Scrovegni, c'est une toute petite chapelle en tant que telle, liée donc à cette famille des Scrovegni. Et cette chapelle représente, j'allais dire, la quintessence de l'esprit qui est l'esprit de Giotto et de tout ce qui relève de son atelier. C'est-à-dire que sur les sujets sacrés qui sont représentés, on voit déjà une évolution qui est en place. Et je dirais qu'au fond, l'évolution qui se marque chez des gens comme chez Giotto sont principalement 3 thèmes. Le premier thème, c'est une humanisation des personnages sacrés. C'est-à-dire que le Christ, la Vierge, les saints, les différents personnages de l'histoire sainte sont représentés maintenant avec des attitudes humaines, avec une caractérisation qui relève du monde qui est le monde de l'humanité. Quand il y a un sujet douloureux, les personnages ont les symptômes de la douleur, de la souffrance sur leur visage. Quand il y a des thèmes d'amour, on les retrouve. Par exemple, à la chapelle des Scrovegni, il y a cette merveilleuse scène que l'on appelle la rencontre à la porte dorée, qui est la rencontre de Sainte Anne et Saint Joachim, ou Saint Joachim, suivant les prononciations, c'est-à-dire les futurs parents de la Vierge. Et là, on voit évidemment des personnages sacrés essentiels, mais on voit aussi un homme et une femme qui s'aiment, qui s'enlacent, les 2 bouches se cherchent, les regards se cherchent, l'homme enserre dans ses bras la femme qui est Sainte Anne, et là il y a vraiment cette humanisation du sujet religieux. Ça c'est vraiment une des choses essentielles qu'apporte Giotto à la peinture occidentale, c'est ne plus représenter de façon hiératique et très distanciée les sujets sacrés. Donc ça c'est la première chose. Puis les 2 autres notions que l'on voit aussi beaucoup à la chapelle des Scrovegni, c'est l'apparition du paysage, au sens vraiment moderne du terme. Le fond d'or, qui était la tradition byzantine, disparaît et on commence à avoir une notion de paysage où l'on a la représentation d'arbres qui sont des arbres identifiables. Bien sûr, la symbolique n'est jamais éloignée. Quand vous avez une scène, toujours à la chapelle des Scrovegni, qui représente la mort du Christ, à côté on a un arbre mort. Il faut qu'il y ait une adéquation. Mais apparition du paysage. Et puis le dernier point, c'est l'apparition d'architecture dans ces paysages de plus en plus complexes au niveau de leur structure. Alors, ce sont généralement des architectures encore sous-dimensionnées par rapport à la taille des personnages. Il n'y a pas d'adéquation entre la taille des hommes, des femmes représentées de l'architecture, mais on a une tentative de recherche qui est une tentative de tridimensionnalité, d'ouverture sur un monde à travers l'architecture à 3 dimensions. Là, on a vraiment 3 étapes essentielles. Humanisation des personnages, apparition du paysage et développement de l'architecture dans le cadre du paysage. Et ensuite, ça va donner donc naissance au point de fuite, à la perspective. Complètement, c'est-à-dire que tout à fait, Giotto est encore empirique dans ce travail, mais ça annonce ce qu'on appellera la perspective monofocale, perspective monofocale à point centré, c'est-à-dire que l'on a un seul point d'axe visuel et qui est a priori au centre de l'œuvre. Donc c'est une œuvre construite de façon intellectuelle, très pure en tant que telle. Et Giotto a déjà une tentative de mettre en scène ce genre d'espace, mais ça reste encore empirique. Là, ça sera vraiment la démarche d'un Masaccio au XVe siècle, où là on aura vraiment les règles de perspective au sens le plus strict du terme. Très bien.
Donc ça, c'est vraiment pour l'adolescence. Donc comme Tout à fait. disait Vasari, l'adolescence de la Renaissance. C'était l'enfance. L'enfance. Ah, c'est l'enfance. L'enfance. Giotto, c'est l'enfance. Giotto, c'est Et donc l'enfance. l'adolescence. Alors l'adolescence, c'est justement le Quattrocento. D'accord. Pour Vasari. C'est-à-dire, alors prenons à Florence le triumvirat triomphant, c'est-à-dire Brunelleschi, Donatello et Masaccio. C'est-à-dire 3 domaines réunis, même si ces génies, à l'époque, on n'a pas la spécialisation artistique que nous connaissons de nos jours. C'est-à-dire qu'un peintre est aussi architecte. Giotto, par exemple, était peintre, mais Giotto était aussi architecte et se passionnait, puisqu'on lui donne, entre autres, les plans du campanile de la cathédrale de Florence. Donc Giotto a aussi ce rôle d'architecte. Et donc là, on a un trio tout à fait exceptionnel que Vasari considère comme l'adolescence. C'est vraiment Brunelleschi, l'auteur de la coupole de la cathédrale de Florence, qui vous tient particulièrement à cœur, je crois, et puis Masaccio pour la peinture, qui est une révolution picturale, alors qu'il meurt extrêmement jeune. Il a une vingtaine d'années quand il disparaît. Il révolutionne la peinture. Je dirais que Masaccio, c'est l'héritier à un siècle d'écart de ce qu'était Giotto. Le vrai descendant de Giotto, c'est Masaccio. Et puis, il y a Donatello, principalement, bien sûr, pour la sculpture. Là, c'est la phase dite, pour Vasari, d'adolescence. Très bien. Et il y a un événement donc, qui va peut-être marquer, on va dire, le début de cette renaissance historique. Donc, c'est un événement politique qui est la chute de l'Empire romain d'Orient, 1453. Donc, on est 1000 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident. Et ça, c'est vraiment peut-être ce qu'on peut qualifier comme début, comme date, en fait, comme un tournant. Oui, on l'a très longtemps considéré comme le point focal, là, pour reprendre un terme de perspective, de ce passage. Alors c'est très exactement le 29 mai 1453 que Constantinople tombe, et c'est évidemment une fin d'histoire qui a lieu à ce moment-là. Et ce qui est assez passionnant, c'est que tous les érudits, qui sont les érudits grecs, entre autres, qui étaient à Constantinople, évidemment, vont fuir la ville de Constantinople. Et là se passe d'ailleurs un phénomène assez logique, puisqu'ils fuient Constantinople, c'est assez logiquement vers une ville portuaire vers laquelle ils vont se rendre, en tout cas une ville portuaire, une ville ouverte sur la mer, c'est Venise. Et c'est la raison pour laquelle vous avez à la même merveilleuse bibliothèque San Marco, la Marciana à Venise, tous les manuscrits qui sont la collection du cardinal Bessarion et qui sont ces grands manuscrits des érudits grecs que l'on retrouve dans cette collection. Et c'est assez cohérent puisque les érudits fuyant Constantinople vont se réfugier à Venise et les manuscrits vont rester dans les collections vénitiennes. D'accord. Et comment vont se propager justement ces manuscrits et avec eux les idées qu'ils contiennent? Comment est-ce que ça va vraiment se propager en Europe? Alors je dirais que c'est le point de départ de ce qui sera la grande dualité Platon-Aristote. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que l'on repense la notion qui est la notion de ces philosophes de l'Antiquité, et c'est vrai qu'on les étudie tous, mais Platon et Aristote ont une place tout à fait privilégiée. On peut dire que si on faisait une sorte de panthéon, ils sont considérés comme les deux philosophes de référence, et ils le seront d'ailleurs pendant toute l'époque de la Renaissance. Ils restent les deux piliers, j'allais dire, de la démarche, qui est la démarche aussi de l'humanisme. Et petite chose d'ailleurs très intéressante, avec la Renaissance, on va avoir la naissance de nouvelles formes de sciences, c'est-à-dire la philologie, l'étude des textes, l'archéologie, au sens plein du terme, débute à ce moment-là, puisqu'on s'intéresse aux vestiges de l'Antiquité, donc l'archéologie, mais aussi aux textes, donc c'est la naissance de la philologie. On a vraiment cette double j'allais dire conséquence de cette arrivée de ces manuscrits antiques vers le monde occidental, puis surtout les intellectuels qui sont capables de commenter et d'apporter avec eux la connaissance de Platon et d'Aristote. Et d'après donc, mes souvenirs de cours, je me souviens donc ce passage il est illustré par le passage entre un viator mundi, un voyageur du monde entre la terre et finalement le paradis, ce qui était finalement la définition de l'homme du Moyen-Âge, à un faber mundi, un homme qui construit son monde et qui a un impact sur son environnement. Bien sûr. Et l'exemple que nous, du coup, on reprend à l'agence, c'est évidemment la coupole de l'église San Marco, du Duomo,
Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Est-ce que finalement, c'est pas l'exemple le plus brillant de la Renaissance? Des exemples. C'est l'exemple le plus exceptionnel parce que c'est vraiment la notion de ce que l'on peut appeler le génie spéculatif. C'est-à-dire que Brunelleschi, puisque c'est lui l'auteur de cette coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence, c'est un vrai défi. Puisqu'à la base, évidemment, cette cathédrale existe bien avant Brunelleschi, les Florentins avaient voulu construire la plus grande cathédrale de la chrétienté. Donc ce côté très ambitieux des Florentins, ce côté très arrogant également, c'est-à-dire dominé par la présence d'une cathédrale monumentale. Donc on construit cette cathédrale qui s'échelonne évidemment sur une période assez longue. On a les grands architectes de Florence qui travaillent dessus, comme Arnolfo di Cambio, Giotto, lui, travaille pour le Campanile, etc. Et puis on arrive à un problème, c'est qu'il faut terminer cette cathédrale, qu'évidemment on veut la couronner par une coupole, et que le problème, c'est que quand on doit réaliser le dôme en tant que tel, puisque la coupole, c'est la partie intérieure, quand on veut réaliser ce dôme, aucun architecte n'est capable de réaliser une coupole aussi monumentale, puisqu'à l'époque, on est encore dans la grande tradition des coupoles sur charpente, et que vu le diamètre de ce que sera cette énorme masse d'architecture, bien évidemment, il est impossible de lancer une charpente dans le vide, elle ne pourrait pas tenir. Et là, il faut un homme comme Brunelleschi, et c'est là où ça devient passionnant, parce que Brunelleschi, avant de vraiment totalement réaliser les plans, les machines qui servent à réaliser cet ensemble, va à Rome, étudie l'Antiquité. Et là, on est vraiment dans l'esprit de la Renaissance. Et on peut dire que la cathédrale de Florence va recevoir cet extraordinaire dôme en rapport avec le Panthéon de Rome. Un des bâtiments que Brunelleschi a beaucoup étudié, c'est justement le Panthéon de Rome. Et il se dit, mais voilà, les anciens ont pu lancer une coupole monumentale et elle est toujours en place. Pourquoi nous, hommes du XVe siècle, on n'arriverait pas à faire la même chose? Et c'est vraiment ce qu'on appelle un génie spéculatif. Il réfléchit et évidemment, il trouve des solutions multiples. Le système d'une double calotte qui permet évidemment d'alléger le poids des matériaux, et puis tout un système qui est un système en simplifiant beaucoup, de cercles concentriques qui sont établis les uns sur les autres. C'est-à-dire que cette coupole monte, si je puis dire, un petit peu dans le vide. On n'a pas les étais traditionnels de la charpente, et cette coupole, c'est évidemment une spéculation mathématique tout à fait exceptionnelle. Là, on est vraiment dans l'esprit de la Renaissance. Héritage de l'Antiquité, le Panthéon de Rome, et spéculation mathématique capable d'arriver à réaliser quelque chose que personne n'était capable de faire. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez amusant de nos jours, parce que quand on parle de la cathédrale de Florence, tout le monde dit la cathédrale de Brunelleschi. Brunelleschi, si je puis dire, n'a réalisé que le dôme. Tout le reste, la nef, le chœur, etc., était construit avant lui. Et lorsque cette coupole est achevée, lorsque ce dôme est achevé, finalement, c'est le triomphe d'une famille, parce que c'est vraiment la famille des Medici qui, à ce moment-là, domine vraiment Florence et la Toscane. Est-ce qu'on peut parler du coup de cette renaissance économique que porte la famille des Medici? Alors ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait passionnant. D'abord, là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même toujours garder à l'esprit que nous, notre notion très moderne d'Italie, évidemment, n'existe pas. On a des États italiens, et c'est vrai qu'on a quelques puissances dominantes. Alors, en allant très vite, les puissances dominantes, c'est Florence, c'est Venise, c'est Milan, c'est Naples, c'est Rome. Rome avec surtout un poids qui est un poids symbolique, le poids de la religion. Et puis on pourrait rajouter également quelques autres villes. Gênes est une ville importante, Ferrare est une ville importante. Mais voilà, on a quelques États qui dominent le panorama italien. Et on a Florence. Florence qui n'est pas du tout en surface. Le plus grand État italien, loin de là. On a des États, dans ceux que j'ai mentionnés, qui sont beaucoup plus vastes en surface. Mais Florence a une chance, c'est une ville de marchands, c'est une ville de banquiers, c'est une ville qui est une ville, pour prendre un terme actuel, qu'on considérerait nous comme une ville bourgeoise. C'est pas du tout une ville aristocratique, au sens traditionnel du terme. D'ailleurs, dans l'histoire florentine, c'est assez amusant, mais progressivement, les grandes familles traditionnelles, ce que ne sont pas les Médicis, vont être marginalisées du pouvoir. À partir d'un moment, les grandes familles que nous considérerions comme aristocratiques n'ont plus le droit d'exercer le pouvoir. C'est vraiment une mainmise des commerçants, et tout cela relève d'une chose, c'est ce qu'on appelle les arts.
Les arts, c'est en fait les corporations professionnelles. Et pour être un homme public qui participe à la vie de la cité, il faut faire partie de ce qu'on appelle les arts majeurs. Les Médicis, banquiers, évidemment, vont en faire partie. Et là, il y a une sorte d'histoire exceptionnelle. C'est comment cette famille, qui est d'origine plébéienne, va réussir, grâce à la banque, grâce à l'économie, à devenir, au bout d'un moment, une sorte de monarchie cachée, avec à la tête un roi sans couronne, qui est le représentant de la famille Médicis. Et en simplifiant beaucoup, celui qui lance la puissance de la banque familiale, c'est Giovanni di Bicci. Ensuite, on a une figure alors absolument magique et comme l'Ancien. Et puis, l'on aura le petit-fils de Comme l'Ancien, Laurent le Magnifique, qui devient vraiment le symbole, pour beaucoup de gens, de l'esprit de la Renaissance. Alors moi, je trouve toujours ça très injuste, parce que Dieu sait que Laurent est une figure exceptionnelle, mais son grand-père, Comme l'Ancien, était aussi une figure exceptionnelle. Et d'ailleurs, beaucoup de bâtiments de Florence sont dus à Comme l'Ancien. Comme l'Ancien était un bâtisseur, ce que Laurent le Magnifique ne sera pas. Laurent le Magnifique sera un grand mécène, sera un grand esthète, mais ce n'est pas un bâtisseur, ce que Comme l'Ancien, au contraire, était. Et donc les Medici, en fait, donc ce sont des banquiers, et surtout ce qu'ils inventent, c'est en fait les prémices de ce qu'on appelle la finance mondiale, parce qu'ils ont des comptoirs un petit peu à gauche à droite, et du coup ça nous amène dans les Flandres. Parce que les Flandres, c'est un autre hotspot, on va dire, pour reprendre un terme actuel, oui, tout à fait. un autre hotspot de la Renaissance. Oui, et alors là aussi, ce que vous dites, Frédéric, est absolument passionnant, parce que c'est une des notions que de nos jours, on peut vraiment mettre en place. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu une lecture de la Renaissance qui était totalement monocentrée sur l'Italie. Et maintenant, on se rend compte que c'est un jeu même pas seulement binaire, mais ternaire. Il y a, pour le développement de la Renaissance, l'importance de l'Italie, bien sûr, les Flandres, et on se rend compte également de l'importance du monde germanique. Il est certain que le monde germanique aussi, des artistes, ça n'est pas notre sujet, mais des artistes comme Dürer, par exemple, montrent ce phénomène d'échange, mais d'échange qui joue dans les deux sens, vraiment, entre le monde italien et le monde germanique. Mais c'est vrai que pour les Flandres, alors là, il y a des rapports qui sont directs, parce qu'il y a les rapports commerciaux, on a ces fameuses familles florentines ou italiennes, puisque aussi ça peut jouer d'autres... On avait des banques siennoises également, qui ont des comptoirs dans différentes villes. Bruges, par exemple, recevait bien sûr beaucoup de cet impact qui est l'impact de la finance. Et une des choses également que les Florentins ont su faire, les Médicis entre autres, ils n'étaient pas les seuls, c'est savoir se créer tout un réseau qui est un réseau, je dirais, une sorte de toile d'araignée européenne. Alors ça sera par exemple pour les Médicis l'intelligence de Comme l'Ancien. Comme l'Ancien, dans ce qu'on connaît de lui, est plutôt un homme avaricieux. Ce n'est pas un homme extrêmement généreux. Par contre, dès qu'un personnage important lui demande un prêt, là, il accepte des taux qui sont des taux très bas pour l'époque. Et c'est comme ça qu'il se crée une sorte de réseau de dépendance qui va jusqu'à la papauté, qui va jusqu'au grand chef d'État de l'Europe, qui est l'Europe chrétienne de l'époque, et l'Europe princière et royale. Donc il arrive à ce que cette famille ait véritablement tout un développement à travers le système qu'est le système européen. Et la banque Médicis et les comptoirs médicéens deviennent ainsi cette sorte de toile d'araignée, je le répète, qui se répartit un peu sur toute l'Europe. Et l'erreur, ce sera le fils de Comme l'Ancien, donc le père de Laurent le Magnifique, qu'on surnomme Pierre le Goutteux, parce qu'il est atteint d'une maladie qui va d'ailleurs le rendre quasiment infirme. Alors Pierre le Goutteux est plutôt un bon gestionnaire, simplement il fera une erreur, c'est que Pierre le Goutteux va demander à tous les créanciers de son père de rembourser la banque. Ce qui paraît une bonne idée, c'est qu'au fond, pourquoi les Médicis perdront l'argent? Oui, le gros problème, c'est que ça va créer des faillites dans toute une partie de l'Europe. Parce que certains des créanciers ne peuvent pas, ou vont le faire et vont entraîner la décadence de leur propre puissance. C'est comme ça qu'on aura des faillites, évidemment dans les États italiens, mais on aura aussi des faillites à Avignon, qui seront des faillites liées à ce moment où Pierre le Goutteux demande que l'on rembourse l'argent que Comme l'Ancien avait prêté. Et ce qui est assez extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'on a donc un homme génial comme l'Ancien, Pierre le Goutteux, qui est un très bon gestionnaire, mais qui
sans le savoir, fait une erreur, c'est de demander qu'on rembourse ses créances. Et puis alors Laurent le Magnifique, qui lui est un très mauvais gestionnaire. Et on peut vraiment dire que la banque florentine des Médicis connaît un coup d'arrêt sur Laurent le Magnifique, qui gère extrêmement mal les affaires financières de la famille. Mais à l'inverse, c'est un génial mécène. C'est l'homme qui, pour nous, symbolise un peu l'esprit de la Renaissance. Laurent le Magnifique, d'ailleurs, rien que le surnom, Il Magnifico, on voit tout de suite ce que ça représente. Alors, je le répète, en tant que bâtisseur, non. Peu de grands bâtiments de Florence lui sont dus. Je dirais que si on cherche vraiment une construction qui est entièrement due à Laurent le Magnifique, c'est une villa à la campagne, ce qu'on appelle les villas médicéennes, c'est Poggio a Caiano, qui est vraiment une création de Laurent le Magnifique. En dehors de ça, on a assez peu de choses. Par contre, exceptionnel mécène, au niveau des artistes, peintres, sculpteurs. Laurent est lui-même un très très bon auteur de poèmes. On a des poésies de Laurent extrêmement subtiles, très intelligentes, très sensibles. Laurent le Magnifique relève également de ce mot d'artiste à travers, entre autres, la poésie. Et quels sont les artistes qu'il va soutenir ? Alors, si on prend un petit peu les filiations, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'après cette période merveilleuse, Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Laurent le Magnifique, lui, va vraiment être un découvreur. Alors, une des plus grandes réussites de Laurent le Magnifique, c'est évidemment de découvrir le jeune Michel-Ange. Ça, c'est vraiment une aventure exceptionnelle, puisque Michel-Ange, très jeune garçon, pratique la sculpture dans l'atelier du sculpteur Bertoldo, qui n'est pas un sculpteur exceptionnel, mais qui a un très grand avantage pour l'époque, c'est que Bertoldo est un élève de Donatello. Donc c'est celui qui prolonge la leçon de Donatello. Et Bertoldo dirige ce que l'on appelle le jardin de Saint-Marc. San Marco, c'est le couvent. Et il y a à côté ce qu'on appelle un jardin. En fait, c'est un atelier de sculpture en plein air. Voilà pourquoi on l'appelle le jardin. Et le jeune Michel-Ange se retrouve dans cet atelier auprès de Bertoldo. Et Laurent le Magnifique remarque ce jeune garçon. Et il va faire une chose absolument étonnante que peu de mécènes auraient à ce point-là intégré. Il va soutenir ce jeune Michel-Ange, il va même le loger au Palais Médicis, le palais que, comme l'Ancien, a fait construire pour sa famille. Eh bien, Laurent le Magnifique, je dirais que Michel-Ange devient ce qu'on appellerait de nos jours un artiste pensionné. C'est-à-dire qu'il est logé, nourri, blanchi, il partage les repas de la famille Médicis, il est vraiment attaché à cette famille. C'est d'ailleurs assez amusant parce que là aussi on sort un peu de notre sujet, mais Michel-Ange profondément par la suite sera un homme plutôt républicain et qui très souvent va s'opposer à la famille des Médicis. Alors qu'il a été très soutenu par Laurent au départ, par la suite il aura des positions qui ne seront pas forcément toujours en rapport très amicaux avec la famille des Médicis. Mais ça, c'est l'intelligence de Laurent, c'est découvrir un talent, découvrir vraiment la qualité à venir d'un génie. Et alors, bien sûr, on raconte plein de jolies histoires autour de cette rencontre. Il y en a une qui est absolument superbe. C'est qu'on raconte que justement, dans cet atelier de sculpture qu'est le jardin de Saint-Marc, Michel-Ange vient de sculpter la tête d'un faune. Donc les faunes, c'est toujours des hommes âgés, avec une tête très 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 caractérisée. Laurent le Magnifique voit la tête de ce faune et dit à Michel-Ange que l'œuvre est superbe, mais qu'il y a juste un problème. Il a la bouche ouverte, ce faune, et on voit des dents absolument parfaitement alignées. Et Laurent le Magnifique lui dit, mais jeune homme, un homme âgé, un faune n'aurait pas une dentition comme ça. Et Michel-Ange prend à ce moment-là son burin et casse une ou deux dents de la sculpture qu'il venait de réaliser pour montrer, alors est-ce que l'histoire est vraie ou fausse, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça montre à quel point il y a un lien qui est quasiment, alors amical, c'est peut-être aller très loin, mais il y a vraiment cette façon dont Florence et les Médicis ont intégré les artistes à la société. Ça, c'est un cas exceptionnel et c'est une vraie démarche florentine. Florence saura toujours considérer que les artistes, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour la puissance de la ville et le symbole qui est le symbole de la ville elle-même. Ça, c'est une des choses que peu de villes, même des villes italiennes, sauront faire aussi intelligemment. Considérer que l'art, c'est l'ambassadeur de la puissance d'une ville. Tout à fait.
Alors, donc, on a parlé donc là de la Florence magnifique, donc avec Laurent le magnifique. Peut-être que l'on peut maintenant prendre un peu de distance et regarder de nouveau maintenant du côté du globe, on va dire, parce que la Renaissance c'est une Renaissance aussi géographique. Euh, donc, on parle évidemment des grandes découvertes qui sont en train de faire émerger des puissances comme le Portugal, l'Espagne, la France aussi. Comment est-ce que du coup ces grandes découvertes vont créer ces empires et en même temps en détruire d'autres parce que c'est Venise qui du coup tout au long du Quattrocento, si je me souviens bien, perd de sa puissance. Oui, je dirais qu'encore, Venise garde encore une certaine puissance à ce moment-là. Elle la perdra vraiment un tout petit peu plus tard. Mais c'est vrai que cette nouvelle donnée, qui est la notion des grandes expéditions, des grands voyages, alors évidemment, un symbole absolu, 1492, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ça reste pour nous un symbole tout à fait exceptionnel. Mais c'est vrai que ces puissances, alors principalement le Portugal avec Vasco de Gama, donc l'Espagne associée à Gênes avec Christophe Colomb, etc., montrent que, en tout cas, le monde tel qu'on le concevait est un monde qui est un monde en train de basculer. C'est-à-dire qu'on est au-delà des frontières traditionnelles. Et c'est vrai que là où pour Venise, il y aura un problème, sera un petit peu plus tard, c'est par exemple la suite de la fameuse bataille de Lépante, lorsque la chrétienté s'unifie une fois contre la menace qui est la menace turque, et donc c'est une grande victoire catholique contre la flotte turque que la bataille de Lépante. Venise fait partie des vainqueurs. Mais c'est vrai que les alliés d'un moment vont considérer qu'une fois que la menace est éradiquée, il ne faut pas trop favoriser certaines puissances, dont Venise. Et c'est vrai que, par exemple, une des choses qui sera toujours dramatique dans l'histoire vénitienne, c'est qu'elle avait perdu son comptoir de Chypre, et qu'elle ne le retrouvera pas. Et Chypre était vraiment le comptoir principal pour l'économie maritime et commerciale de Venise. Et Chypre est perdu, est définitivement perdu, il ne sera jamais récupéré par Venise. Et puisque vous dites très bien, le gros problème, c'est que les Portugais puis les Espagnols ouvrent de nouvelles voies maritimes vers l'Orient. Venise était la plaque tournante du commerce Occident-Orient. On ne pouvait que passer par Venise pour aller commercer vers l'Orient. Maintenant, avec entre autres ce que les Portugais font, c'est-à-dire d'ouvrir par le sud de l'Afrique le voyage vers l'Orient, eh bien Venise perd cette espèce de monopole qui était le sien. Et là, le problème est un problème qui, alors là, va entraîner ce qui sera une lente décadence. Venise est une ville qui va, j'allais dire comme une jolie femme, sous le maquillage, masquer le poids des ans, jusqu'au moment où on ne peut plus rien masquer du tout. Et là, la décadence sera absolument évidente. Ça sera le XVIIe siècle. Et là, c'est une ville qui ne se relèvera jamais. Venise deviendra une ville de plaisir, une ville de luxe, mais plus ni une ville économique, ni une ville politique, ni une ville commerciale. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'au-delà de la bataille de Lépante, Venise commence vraiment sa décadence. Au XVe, c'est une ville très importante. Début XVIe, c'est une ville très importante. C'est même une des cités-États de l'Europe les plus riches et les plus fortes. Alors, petite chose aussi intéressante, c'est que Venise comme Florence sont toutes les deux basées sur le monde des marchands et des commerçants. Il y aura juste une chose, avec le XVIe siècle, Florence garde cette attitude bourgeoise. Venise a une population qui essaye de prendre des prétentions nobiliaires. Il y a déjà un besoin d'aristocratiser la société vénitienne. Florence ne le fera pas vraiment, mais Venise vraiment, alors même si Florence par la suite aussi, les Médicis deviendront ducs de Florence, puis grand-duc de Toscane, mais il y a une ambition de symbole social, de mise en valeur qui est peut-être plus fort dans le monde de la riche société vénitienne qu'à Florence. D'accord. Et donc, voilà, donc ces grandes découvertes géographiques amènent finalement des nouveaux revenus, des nouvelles exploitations de routes commerciales. Et petit à petit, on peut aussi évoquer du coup les grandes puissances, les grands princes finalement qui commencent en Europe à émerger. Les guerres d'Italie commencent vraiment à arriver tout doucement. Les guerres d'Italie commencent à partir de 1494. 1494. Donc on est à la toute fin du 15e. Le royaume d'Angleterre, Charles Quint ensuite par la suite. Donc comment est-ce que ces grands princes
émerge en Europe? Alors, je pense que le point de départ que vous évoquez, les guerres d'Italie, est absolument essentiel. Parce que d'abord, c'est le phénomène du choc en retour, de cette image triomphante de l'italianisme qui va être omniprésente dans toute l'Europe. Or, en simplifiant beaucoup les guerres d'Italie, donc le point de départ, c'est le roi de France Charles VIII, et l'idée est toujours un peu la même chose. Les Français revendiquent des territoires italiens pour des notions qui sont des notions d'héritage, de filiation et autres. Et Charles VIII arrive en Italie en 1494 parce que lui revendique le royaume de Naples. Donc, il quitte la France avec ses troupes, on descend jusqu'à Naples. Le système des guerres d'Italie est généralement, là je vais un peu caricaturer les choses, toujours le même. Les Français arrivent, généralement s'installent très vite dans le territoire qu'ils revendiquent. Quelques années plus tard, ils sont chassés. Et ce qui fait que quand les guerres d'Italie seront terminées, la France n'aura aucune possession des territoires italiens. Ce seront des occupations ponctuelles et temporaires du monde italien. C'est vrai que sous Charles VIII, c'est donc le royaume de Naples, sous Louis XII, ça sera le Milanais, et à chaque fois c'est la même chose. On occupe, on repart, donc possession de territoire, non, mais il y aura une chose extraordinaire. Il faut quand même imaginer les soldats de Charles VIII ou par la suite de Louis XII, même de François Ier, qui ont quitté. Alors là aussi, je donnais une image peut-être un peu forte et caricaturale de la France, mais il faut quand même imaginer, surtout sur Charles VIII, qu'on quitte des châteaux forts. Châteaux forts, c'est des systèmes défensifs, avec relativement peu d'ouverture au niveau des lumières, avec une notion qui n'existe pas du tout, c'est le jardin d'agrément. On a des champs autour des châteaux, on a les douves qui protègent le château, la notion de jardin n'existe pas en France à ce moment-là. On a un intérieur avec un mobilier totalement limité. La base du mobilier d'un château à l'époque, c'est le coffre. Parce qu'un coffre, ça sert d'armoire, ça sert de table, ça peut servir de lit, ça sert de siège. Et en plus, si on change de château, on emporte le coffre avec soi. C'est une sorte de malle. Donc tout ça est très limité. Qu'est-ce qu'on a sur les murs? Des tapisseries. Parce qu'évidemment, c'est très beau, mais surtout, ça protège du froid. Donc, on n'a pas beaucoup de peinture. Et nos soldats français sont arrivés en Italie, se sont installés pour Charles VIII à Naples, pour Louis XII à Milan. Ils ont découvert non plus des châteaux forts, mais des palais de la Renaissance, avec des jardins, avec des collections d'antiques, ça n'oublions pas l'importance des collections d'antiques, avec des œuvres d'art qui sont les œuvres d'art des sculpteurs, des peintres, des ornemanistes de l'époque. Et quand ils rentrent en France, évidemment, ils gardent en eux cette espèce de merveille qu'était ce monde italien qu'ils ont connu quelque temps, et ils veulent réaménager leur château. Et c'est comme ça que les choses se passent. Progressivement, on décide de modifier le substrat des châteaux français, par exemple. Alors un exemple très caractéristique, c'est François Ier. Lorsque François Ier décide de s'installer au Louvre, qui était une forteresse médiévale, première idée de François Ier, c'est le Louvre est merveilleusement situé, mais on va raser cette horreur médiévale qu'est ce vieux château. Alors François Ier aura juste le temps de faire détruire le donjon, mais l'idée de François Ier, c'est ce que ses successeurs vont faire. Étape par étape, supprimer le château médiéval du Louvre de la surface du sol. Quand on visite de nos jours au Louvre, le Louvre médiéval, on visite les sous-structures du château. Tout ce qui était à la hauteur du sol a été étape par étape rasé. Et François Ier est le premier qui a eu l'idée de détruire ce château pour en construire un nouveau qui serait un palais et non pas un château au sens étymologique du terme. Donc ça, c'est très important. Et tous ces princes européens, à travers les guerres, mais à travers aussi les artistes qui voyagent, les connaissances, vont prendre conscience de ce triomphe de l'italianisme, et ça sera, par exemple pour François Ier en France, vraiment un culte absolu qui est celui du domaine, qui est le domaine de l'Italie, même si François Ier fait travailler des artistes flamands, même si on a aussi d'autres artistes qui sont importants, mais l'Italie a une place très privilégiée. D'accord. Et donc, là, on est plutôt du côté de la politique. Finalement, comment est-ce que donc, ces grandes puissances qui commencent à naître, on a aussi un exemple qui apparaît du coup à la fin 15e, qui est Machiavel. Donc là, on revient à Florence et on peut parler de la chute des Médicis, parce que finalement, c'est l'apogée de cette idée de l'humanisme, et finalement, d'un coup, il y a un coup d'arrêt.
Oui, et c'est assez passionnant à envisager. D'abord, c'est totalement lié à ce que l'on vient d'évoquer, puisque on peut dire que la chute des Médicis est quand même totalement en lien avec l'arrivée de Charles VIII en Italie. Bien sûr, elle est liée à un personnage qui est un moine dominicain, qui était originaire de Fiesole, et qui est venu, qui est originaire de Ferrare, pardon, pas du tout de Fiesole, donc originaire de Ferrare, et qui est venu à Florence à la demande de Laurent le Magnifique, ce qui est quand même extraordinaire. C'est Laurent le Magnifique qui a fait venir Savonarola à Florence, et Savonarola a un charisme absolument extraordinaire, ses prêches enflamme absolument la population florentine. C'est un succès colossal, mais c'est d'ailleurs toute la Toscane est touchée. Sienne également est complètement fascinée par cette personnalité objectivement hors du commun qu'est Savonarola. Alors Savonarola, en simplifiant beaucoup, a deux démarches. D'une part, il faut le reconnaître, il y a une démarche démocratique chez Savonarola. C'est que Savonarola considère que les grandes familles, forcément à Florence les Médicis, se sont accaparés le pouvoir au détriment du peuple. Donc il y a une vraie idée démocratique, c'est redonner le pouvoir au peuple. Mais il y a le revers de la médaille, qui est que l'on se base totalement sur le poids de la religion et que l'on va arriver à un système où on peut parler d'une forme de fanatisme. Donc on a un côté démocratique d'un côté et une exagération religieuse qui tente au fanatisme. Et c'est vrai que Savonarola, alors, chose assez passionnante également, tant que Laurent le Magnifique est en vie, Savonarola est obligé, je dirais, de calmer ses ardeurs. Parce que Laurent le Magnifique a une grande aura auprès des Florentins. Laurent le Magnifique meurt en 1492. Charles VIII arrive en 1494, et comme par hasard, le successeur de Laurent, c'est son fils, qui se prénomme également Pierre, et lui on le surnommera, et c'est très révélateur, soit on l'appelle Pierre le Malchanceux, soit Pierre le Fat, soit Pierre l'Orgueilleux. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'intelligence de ses ancêtres, qui se coupe du contact avec le peuple, ce que tous les Médicis avaient su garder jusque-là, et là il est emporté. Et les Florentins, suivant Savonarola et les moines dominicains, puisque Savonarola est un moine dominicain, vont se révolter contre cette famille. Les Médicis sont chassés de Florence en 1494 et pendant 4 ans, c'est un système théocratique qui est instauré à Florence de 1494 à 1498, où là, les Florentins se rendent compte bien d'une chose qui pourrait être dramatique. C'est qu'une ville livrée aux moines, c'est peut-être très bien de faire des processions tous les jours, de se couvrir la tête de cendres, de faire des bûchers de vanité où on brûle tout ce qui est luxueux et tout ce qui détourne du monde de la religion. Simplement, l'économie s'effondre totalement. Beaucoup de familles importantes ont fui Florence et l'économie est absolument exsangue. Et Savonarola est mis en accusation, sera exécuté et son corps sera brûlé à Florence en 1498. Mais c'est le premier coup d'arrêt de l'esprit de la Renaissance. Et on peut dire, comme l'ont dit beaucoup d'historiens, que 1494, c'est une date très symbolique. C'est l'arrivée de Charles VIII en Italie, c'est le début des guerres d'Italie, c'est les Médicis chassés de Florence, c'est le plein pouvoir donné à Savonarola, c'est vraiment, c'est une papauté totalement discréditée. Il ne faut pas oublier non plus que le pape de l'époque, c'est Alexandre VI, le pape Borgia, ce qui est évidemment du pain béni pour Savonarola, puisqu'il s'oppose évidemment à un pape totalement corrompu. Et on peut dire, je vais prendre une formule qui est une formule assez habituelle, je dirais que 1494, c'est la fin de l'âge d'or et le début de l'âge de fer. C'est-à-dire que là, les choses basculent vraiment. Alors, bien évidemment, nous allons en parler, il y aura le XVIe siècle avec le triomphe de Rome et ce qu'on appelle la haute renaissance, ce que Vasari appellera la maturité au sens plein du terme, mais 1494, c'est un coup d'arrêt. C'est vraiment une année très symbolique dans l'histoire de la Renaissance et dans l'histoire de ces États italiens et de l'Europe de l'époque. C'est un choc à tout niveau. Donc, et j'ai le souvenir aussi de cours lointains qui disaient que Savonarola, finalement, même s'il avait installé ce régime théocratique extrêmement dur, extrêmement contraignant, et bien finalement, il a quand même sauvé l'idée de la religion et finalement, il a sauvé l'Église catholique qui était vraiment
vacillante et changeante avec le peuple. Oui, alors c'est presque un peu dangereux d'aller jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a à ce moment-là cette opposition frontale donc, entre Alexandre VI Borgia, qui est ce pape. Alors là, soyons francs aussi, la famille Borgia, on a absolument tout écrit. La pauvre Lucrèce Borgia est devenue un monstre absolu. Enfin, Victor Hugo en a fait évidemment avec sa pièce l'image de la corruption totale de l'empoisonneuse. Bon, Lucrèce Borgia doit être... Alors, de nos jours, certains historiens en feraient carrément une sainte. Il ne faut pas exagérer. Faut trouver un moyen terme. Il y a un moyen terme. Mais c'est vrai que c'est une famille très, très corrompue. Et c'est vrai que la papauté connaît à ce moment-là une sorte de discrédit total et terrifiant. Et c'est vrai que du coup, à Florence, on considère qu'on a le vrai représentant du Christ, qui est Savonarole, et qu'à Rome, il y a ce que dit Savonarole, l'antéchrist. Le représentant du diable, c'est le pape Alexandre VI, le pape de toutes les corruptions, donc le représentant du diable, et qu'à Florence, on a une sorte d'âge d'or pur, et qui est la toute-puissance de la religion autour de Savonarole. Alors ça, c'est une notion évidemment très très binaire et un peu simpliste, mais c'est très très important pour l'époque. Et on peut prendre conscience que Savonarole, lui, en tout cas, redonne, et c'est particulièrement vrai dans le domaine artistique, une notion qui est une notion qui comptera beaucoup toujours chez les dominicains, c'est que l'art doit quand même toujours rester au service de la foi. C'est-à-dire que ce que l'on avait beaucoup développé depuis un siècle, tout le XVe siècle, le Quattrocento, c'était quand même un art où progressivement la religion n'était plus omniprésente. À l'époque moyenâgeuse, à l'époque byzantine, tout sujet est un sujet sacré. Avec le Quattrocento, on développe la mythologie. Le monde du retour à l'antique fait que la mythologie gréco-romaine est très très présente. On développe le portrait. On développe, on l'a dit, la notion de paysage dans les arrière-plans, pas forcément uniquement de sujets sacrés. Donc on a une peinture qui s'est laïcisée, et un art en général qui s'est laïcisé. On n'a plus seulement la représentation sacrée. Et c'est vrai que Savonarole, comme les dominicains, vont vraiment insister sur ce retour à une sorte d'orthodoxie qui est celle de dire que l'art, oui, mais un art lié au monde qui est le monde de la foi. Et ça pourrait nous permettre de rebondir, Frédéric, sur ce que l'on disait en tout début de notre entretien, c'est que c'est la grande différence, par exemple, avec les peintres que nous avions évoqués dans les primitifs, Cimabue, Giotto, mais également Simone Martini. Là, on est dans un univers de peintres qui sont beaucoup plus franciscains. Et ça, c'était une notion peut-être qu'il faut rappeler, c'est que cette évolution vers plus d'humanité, plus de vérité, plus de rapport de la place de l'homme dans la société, c'est très lié à saint François d'Assise. Donc la première idée, ce qui est un peu l'émergence de la Renaissance, c'est l'univers franciscain. Ce qui va être la condamnation de la Renaissance, c'est l'univers dominicain. Ça aussi, dans les deux grands ordres mendiants, c'est assez intéressant de voir la différence. Saint François d'Assise, Sainte Claire, etc., les grands mystiques franciscains prônent l'importance de l'homme dans la dimension humaine, dans le passage terrestre. Les dominicains, on est toujours dans la toute-puissance de Dieu et l'assujettissement de l'homme par rapport à la puissance divine. Et là, il y a l'exemple qui illustre un petit peu ce passage, c'est Botticelli, finalement, qui, au moment de Laurent le Magnifique, peint le printemps. Enfin, je ne sais plus si c'est les dates exactes, mais en tout cas, c'est des sujets païens. Et ensuite, bim, il vient un retour à la Pietà avec... Botticelli est un exemple extraordinaire. D'abord, c'est un artiste que l'on aime tous, mais Botticelli est à tout niveau un cas à part. D'abord, c'est un peintre très indépendant. On en a fait un symbole de la Renaissance, alors que par beaucoup d'aspects, il ne l'est pas. Puisque, par exemple, Botticelli se moque absolument des rapports de proportion basés sur la statuaire antique. Cette redécouverte de la statuaire antique fait qu'on a maintenant ce qu'on appelle le canon esthétique, venant de canon, le terme grec. Donc, cette idée qu'un corps doit être proportionné de façon idéale, suivant les schémas gréco-romains, c'est une chose que Botticelli ne respecte pas. Autre chose absolument étonnante, à l'époque de Botticelli, tout le monde pratique pratiquement en Italie la peinture à l'huile. Botticelli reste fidèle à la vieille technique de la tempera. On ne connaît pas d'œuvre de Botticelli peinte à l'huile. Donc il est
aussi très à contre-courant. Il refuse la modernité de la technique de l'huile, il se moque des rapports du canon esthétique et des proportions idéales du corps. Il est très peu intéressé par la perspective. Il y a beaucoup d'erreurs de perspective dans les tableaux de Botticelli. C'est pas qu'il y a une maladresse, c'est qu'il est en dehors de cette évolution. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, et vous le dites très bien, c'est qu'en plus, il peint à un moment des tableaux qui sont le sommet de l'esprit de la Renaissance, bien sûr le printemps et évidemment la naissance de Vénus, qui d'ailleurs sont tous les deux basés sur une même commande, une commande de membres de la famille Médicis. Mais ce sont des cousins de Laurent le Magnifique qui ont commandé vraisemblablement pour leur villa de Castello, à côté de Florence, ces deux tableaux. Donc c'est une commande médicéenne, même si elle émane pas de la famille dirigeante de Florence, mais c'est une commande médicéenne. Et là, c'est le triomphe de l'esprit. La naissance de Vénus, le printemps, c'est la mythologie, c'est l'esprit humaniste, la réflexion intellectuelle sur Vénus humanitas, Vénus symbole de l'humanisme, etc. Et puis arrive Savonarole. Et là, c'est cette crise tellement profonde à Florence. On a vraiment, je dirais, des artistes savonaroliens. Fra Bartolomeo, qui est religieux comme son nom l'indique, puisque c'est frère Bartholomé, lui devient un zélateur absolu de Savonarole. Il est totalement dans l'esprit. Botticelli est marqué par la crise de Savonarole. À une époque, on en faisait lui aussi un zélateur de Savonarole. C'est peut-être aller trop loin. Par exemple, on pense que l'idée que Botticelli ait brûlé ses tableaux lui-même sur les bûchers de vanité, c'est faux. D'autres artistes, Fra Bartolomeo l'a fait. Botticelli, sûrement pas. On a même une petite preuve assez intéressante. Lorsque Savonarole est excommunié par Alexandre VI, il y a une pétition à Florence de tous les gens qui comptent pour demander la levée de l'excommunication. On n'a pas la signature de Botticelli sur cette pétition. S'il était à ce point-là un disciple fervent de Savonarole, on aurait sa signature. Malgré tout, il est marqué par cette crise. Sans aucun doute, Savonarole l'intéresse, sans aucun doute, Savonarole le marque, et sa peinture, effectivement, au-delà de la mort de Savonarole, dans les quelques années qui restent à vivre à Botticelli, sera marquée par cette crise. C'est une peinture qui devient plus sombre, c'est une peinture qui devient plus dramatique. Les sujets sont des sujets où le pathétisme s'exprime très profondément. Quand il peint des piétas, sont des piétas violentes. On a des personnages qui prennent le ciel à témoin en montrant la couronne d'épines ou les clous de la passion du Christ, pour une sorte de prise à témoin du ciel et du drame qui est la mort du Christ représentée. Donc Botticelli, oui, sera marqué par cette crise, mais il n'est pas le seul. On est certain que quelqu'un qui toute sa vie se posera des questions sur Savonarole, c'est Michel-Ange. Michel-Ange restera profondément marqué. Et alors là, on peut penser que Michel-Ange, surtout lorsqu'il aura ces grandes discussions avec Vittoria Colonna, qui est sa grande amie, dont on avait fait un peu à tort la muse maîtresse de Michel-Ange, ce qui est évidemment faux, mais il y a une connivence amicale et affectueuse très forte entre deux. Et dans la correspondance de Michel-Ange et de Vittoria Colonna, on sent que Michel-Ange se demande si les Florentins n'ont pas brûlé un saint en 1498. Il y a vraiment un questionnement. Michel-Ange, qui est très religieux, vraiment aura toujours un intérêt extrêmement fort pour Savonarole. Et puis, pour conclure sur Savonarole, il faut quand même reconnaître que Savonarole sera un merveilleux argument pour Luther et la Réforme. Exactement. Luther et la Réforme vont tout simplement considérer que Savonarole est une victime d'un pouvoir injuste, d'une papauté corrompue, celle d'Alexandre VI. Donc on considère que le monde luthérien, le monde de la Réforme, est un monde qui revendique Savonarole comme une victime de cette Sodome papale, comme on l'appelait à l'époque, était Rome. D'accord. Alors on va y revenir justement à Luther, mais peut-être un tout petit peu avant. Donc c'est la fin de Savonarole, on est en plein dans la guerre d'Italie. Mais finalement, il y a quand même cette haute renaissance maintenant qui commence à arriver avec le XVIe siècle et qui triomphe finalement à Rome cette fois-ci, parce que Florence forcément subit un coup d'arrêt qui est quand même assez important. Et on arrive à Rome avec deux figures cette fois-ci qui vont incarner cette haute renaissance, que sont Raphaël et Michel-Ange. Et là forcément on est obligé de parler du Vatican et de... Voilà, je vous laisse. Bien sûr, non, mais je vais citer quelqu'un que j'ai toujours profondément admiré, c'était André Chastel, ce grand spécialiste de langue française, de l'art italien, de l'art de la Renaissance. Et Chastel disait que le XVe siècle, le Quattrocento, c'est l'époque des individualités,
Le XVIe siècle, c'est l'époque de la centralisation. Et c'est vrai que Rome devient un pôle d'attraction, de centralisation dès le début du XVIe siècle. Les grands artistes vont quitter les villes où ils travaillent, qui peuvent être leur ville d'origine, pour venir travailler pour la papauté. Alors soyons francs, ça avait déjà commencé au XVe. Botticelli est venu décorer les murs de la chapelle Sixtine. On a des témoignages sur les murs latéraux de la Sixtine d'œuvres de Botticelli. Donc il y avait déjà eu ce phénomène habituel de la papauté, faire venir des artistes pour travailler. Fra Angelico est venu travailler au Vatican, Botticelli, etc. Au XVIe siècle, ça devient encore plus fort, parce que d'abord, on a des papes extrêmement puissants. Le symbole parfait, c'est Jules II. Et c'est quand même Jules II qui est le premier pape, enfin pas le premier, mais celui qui arrivera à mettre en place l'idée que la basilique Saint-Pierre de Rome est trop petite, trop délabrée, que ça ne sert à rien de la rénover, qu'il faut la raser et la reconstruire. On avait déjà eu l'idée, certains papes avaient essayé de lancer l'idée, mais personne n'avait eu le courage de le faire. Jules II le fait. Donc on a une ville qui devient un chantier à ciel ouvert. Rome au XVIe siècle, c'est un immense chantier. Donc il y a la reconstruction de Saint-Pierre de Rome, et on fait venir des artistes. Bramante, le grand architecte qui avait beaucoup travaillé à Milan, vient à la demande de Jules II, et c'est le premier architecte de la reconstruction de Saint-Pierre de Rome. Et puis, il y a les grands noms que vous évoquez, Raphaël, qui est un urbinate, il est né à Urbino, eh bien Raphaël va devenir l'artiste favori de la papauté. Il commence à travailler sous Jules II et puis il triomphera sous Léon X, pape Médicis, qui est quand même aussi très intéressant. Donc il va devenir le metteur en scène de Rome. Donc Raphaël, Michel-Ange, et également viendra. Le cas à part, c'est Léonard. Léonard de Vinci n'a jamais trouvé sa place à Rome. Il n'a jamais été heureux. On a les écrits de Léonard qui montrent qu'il se sent mal dans cette ville, qu'il se sent jalousé. Et petite parenthèse, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, se sentant si mal à Rome, il accepte l'invitation d'un jeune roi qui est François Ier et qu'il finit sa vie en France. Il quitte Rome. Son dernier mécène, c'était Julien de Médicis, que l'on appellera, qui aura comme titre duc de Nemours. Et lorsque Julien meurt en 1516, Léonard n'a aucune raison de rester à Rome. Il est déjà malheureux dans cette ville et il perd son unique vrai mécène avec lequel il a une connivence, et c'est là où il part en France, et il meurt en France en 1519. Donc Léonard, c'est un cas à part pour Rome, mais Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Rome devient un point de centralisation absolue. Et justement, donc, finalement, les travaux 1508-1512, les travaux de Raphaël dans la chambre de la signature, qui vont être finalement un des exemples de ce retour à l'antique, et l'école d'Athènes, c'est ce qu'on utilise comme illustration finalement de ce c'est le plus bel exemple, et je dirais que c'est le plus bel exemple de l'humanisme, puisque l'on est dans les appartements privés du pape. C'est l'idée de Jules II. Alors là aussi, petite chose amusante, les appartements du pape étaient juste à l'étage qui était l'étage au-dessus de ceux que seront les appartements de Jules II. Mais comme les appartements du pape, c'était les appartements Borgia, que Jules II, qui est un Della Rovere, déteste la famille Borgia, il ne veut pas habiter dans les mêmes appartements. Donc on crée de nouveaux appartements, c'est ce qu'on appelle les stanze, les chambres du Vatican en français. Et donc c'est 4 pièces, et la première salle, vous l'avez très bien dit, je vois que vous êtes un bon élève qui a gardé souvenir de ses cours, c'est la chambre qu'on appelle de la signature, parce que c'est là où était le bureau du pape, et où donc on signait les textes officiels du Vatican, et sur un des murs, on a l'école d'Athènes. L'école d'Athènes, c'est quand même extraordinaire. On est dans l'appartement privé du pape, dans le bureau du pape, et on a sur un mur tous les grands philosophes de la pensée grecque qui sont représentés. Et ça, c'est magique. Alors évidemment au centre, au niveau du point de fuite, Platon, Aristote, toujours les deux personnages éponymes de l'esprit de la Renaissance, mais on a tous les autres. On a Euclide, on a tous ceux qui représentent cette pensée, Diogène, etc.
tous les philosophes représentant les différentes démarches. On a cette merveilleuse idée de Raphaël, c'est de représenter un Diogène qui est quasiment vautré sur l'escalier qui est au centre de la composition, parce que Diogène, c'est le philosophe des cyniques, donc ceux qui se moquent des règles de la société. Donc Diogène n'est pas dans une attitude traditionnelle. Tout ça est exceptionnellement représenté. On a Démocrite, on a Héraclite, etc. Donc c'est le triomphe de l'humanisme. On est au cœur du Vatican et on immortalise la pensée grecque. Ça, c'est vraiment la symbiose absolue entre héritage antique et pensée chrétienne. Et à quelques mètres de cette chambre de la signature, il y a évidemment la Sixtine, avec un Michel-Ange qui, je crois, travaille à huis clos quasiment. Alors, ça, c'est ce qu'on a beaucoup dit. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup moins vrai qu'on ne l'a dit. L'idée que Michel-Ange barricadait absolument la chapelle Sixtine, que personne ne pouvait y rentrer à part lui et les rares apprentis qu'il avait, les rares élèves qu'il avait auprès de lui, c'est une notion très nettement exagérée. On a des témoignages, on sait que certaines personnes ont vu la Sixtine en cours de réalisation. Alors, vous le savez, Michel-Ange commence par travailler pour la voûte de la Sixtine. Beaucoup plus tard, il réalisera le mur d'autel, le mur du jugement dernier. Mais le premier des chantiers, d'ailleurs, dont Michel-Ange ne voulait absolument pas. Michel-Ange se voulait sculpteur, et quand le pape lui commande la voûte de la Sixtine, on a les lettres de Michel-Ange qui demandent à être relevées de cette commande, en disant à Jules II, mais donnez-moi une commande de sculpture, puisque Michel-Ange avait commencé à travailler sur le projet du tombeau du pape Jules II, et Jules II lui fait arrêter ce projet. Il reçoit la commande de la voûte de la Sixtine, et vraiment, c'est pas son univers. D'ailleurs, les ennemis de Michel-Ange disent, mais il saura pas le faire, c'est pas un peintre. Bramante, entre autres, dit, mais c'est pas la peine, hein, il saura jamais réaliser ça, c'est beaucoup trop vaste pour lui, et c'est pas son domaine. Et Michel-Ange réalisera cette chose absolument éblouissante, qui est la voûte de la Sixtine, qui va enthousiasmer ses contemporains. Le pape Jules II, qui inaugurera, avant de mourir, cette voûte, sera émerveillé par cet ensemble. Et c'est un succès. C'est un succès colossal. C'est un succès colossal, c'est même assez étonnant. Il n'y a pratiquement, même on peut dire, pas de voix divergentes, même les sujets qui auraient pu étonner. C'est-à-dire que... c'est dur quand même comme peinture. Enfin, oui, c'est une peinture osée. Et puis il y a l'idée. La voûte de la Sixtine, c'est la représentation, entre autres, de la création du monde. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans la partie centrale, on a autour de chaque scène importante, la plus célèbre, la création du premier homme, le moment où Dieu tend le doigt et Adam reçoit l'étincelle de la vie, sujet ô combien symbolique de la force d'ailleurs de Michel-Ange, eh bien autour de ces sujets sacrés, on a ce qu'on appelle les inudis, qui sont ces jeunes gens nus qui sont aux quatre angles et qui, sur un plan religieux, n'ont aucune symbolique. Et on se dit, mais ces jeunes gens nus qui ponctuent toute la partie centrale de la voûte de la Sixtine auraient dû choquer. Mais non, parce qu'on est totalement dans l'esprit néoplatonicien de l'époque. C'est le culte de la beauté idéale. Et la beauté idéale, c'est le but à atteindre. Et l'artiste est un intermédiaire. Il y a la création humaine qui est imparfaite, il y a la création divine qui est parfaite, et l'artiste, lui, doit se mettre au service de ce qu'est la création parfaite par ses moyens pour donner déjà aux hommes l'idée d'une approche de ce que serait la perfection. Donc l'artiste est un intermédiaire entre l'imperfection humaine et la perfection divine, et donc ces jeunes gens nus qui représentent rien sur un plan religieux, à une époque on avait dit ce sont des anges, évidemment pas du tout, c'est la démarche, c'est l'échelle de Jacob, c'est l'idée du passage de la terre vers le ciel, c'est par cette beauté considérée comme surhumaine que l'on dépasse l'imperfection humaine pour arriver à la perfection divine. Donc ces jeunes gens nus, à l'époque, personne ne s'en offusque. On les trouve légitimes, et s'ils ne représentent pas un sujet sacré, ils sont dans la démarche néoplatonicienne de l'époque, donc c'est intégré dans l'esprit des contemporains de Michel-Ange. Les hommes qui, en 1512, voient ce travail, le comprennent. Triomphe absolu, finalement. Triomphe absolu total. de cette chapelle Sixtine. Alors maintenant, on va se décaler un petit peu géographiquement et on va remonter un peu au nord et aller dans les territoires germaniques. Et à ce moment-là, donc, où triomphe la chapelle Sixtine, il y a des inventions technologiques, et une en particulier qui est celle des caractères mobiles en plomb, donc l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie Gutenberg.
qui est en train finalement de bouleverser technologiquement l'Europe. Alors comment est-ce que cette invention naît et comment est-ce qu'elle bouleverse? Alors c'est vrai que tout ce que Gutenberg va mettre en place va révolutionner le monde de l'édition. Enfin, c'est vraiment un monde qui change radicalement, puisque justement, on a maintenant des caractères mobiles, des caractères en métal. Alors c'est un alliage qui est réalisé par Gutenberg, et c'est le début de ce que va être le grand développement de l'édition au sens moderne du terme. On avait déjà, le livre était quelque chose d'important. Hein. Le livre était... Il y avait déjà une culture du livre. En Europe, c'est absolument évident. Par exemple, en France. La France était un grand pays du manuscrit. Il suffit d'aller voir, ne serait-ce qu'au musée Condé de Chantilly, l'extraordinaire collection, les traits régisseurs du duc de Berry en sont évidemment un exemple. Mais là, on est vraiment dans la notion du livre enluminé, du livre exceptionnel. L'imprimerie, c'est la diffusion. Et donc, d'abord, on va beaucoup plus vite. On gagne du temps. On imagine ce qu'était le travail des enluminures dans les scriptoriums de l'époque, c'était totalement différent. Là, on est sur quelque chose qui va vite pour l'époque, et puis qui permet une multiplication. Donc, c'est une diffusion absolument exceptionnelle de ce qu'est la pensée à travers l'invention de l'imprimerie avec les caractères mobiles mis en place par Gutenberg. Donc ça, c'est tout à fait capital et c'est un changement radical. Je dirais qu'il va y avoir des diffusions multiples. Il y aura bien sûr tout le rôle de l'imprimerie. Pensons aussi à l'énorme importance de la gravure. J'entends là d'œuvres d'art. Ça sera aussi un moyen, c'est-à-dire qu'un artiste qui ne fait pas forcément le voyage vers Rome, va connaître par les gravures qui sont diffusées dans toute l'Europe, justement, par exemple, les décors de la chapelle Sixtine. Il y aura un moyen de connaître une œuvre que l'on ne voit pas directement de visu, mais qu'on peut voir à travers la reproduction que la gravure en donne. Donc on a tout un esprit qui, au XVe siècle, se modifie totalement à travers ces mises en place de ces techniques qui sont importantes et novatrices. Et l'imprimerie est une révolution totale. C'est vraiment un sens exceptionnel, et c'est vrai qu'entre autres, la publication de la première Bible latine grâce à Gutenberg, c'est un changement radical des mentalités, de l'esprit et du regard que l'on a sur ce qui était avant l'importance du livre en tant que tel. Et puis tout ça va aller très vite. Les presses à imprimer se modifient. Enfin, une fois que le déclic est donné, tout autour, il y a une succession d'inventions techniques qui vont permettre que tout ça fonctionne de mieux en mieux. Il y a un saut intellectuel du peuple qui commence à lire, qui apprend vraiment à... Oui, et c'est pas cher en plus. Et voilà, en plus, oui, vous avez complètement raison, je l'oubliais, il y a aussi une diffusion évidemment qui est le coût. Le coût est totalement différent. Donc, et d'ailleurs, c'est même assez amusant, mais au bout d'un moment, cette diffusion par le livre de la culture, on va commencer à en prendre un peu ombrage. Hein, et ça expliquera, alors là je saute un peu dans le temps, mais par exemple ça explique toute une série de tableaux qui sont des tableaux nordiques où l'on a des vanités sur les éléments de la culture, c'est-à-dire les livres, les écrits, c'est-à-dire qu'au fond les autorités religieuses se disent que c'est très bien tout ça, mais un peuple très éduqué et un peuple cultivé est évidemment beaucoup moins malléable qu'un peuple qui suit strictement ce que l'Église lui donne comme ordre. Et que ce soit le monde catholique comme le monde réformé, la diffusion du livre, à un moment, on va essayer un petit peu de dire attention, danger, y a-t-il pas derrière un parfum de soufre et une sorte d'invention du diable qui est celle de cette culture qui montre tout simplement que l'on aura encore une fois beaucoup plus de mal à diriger un peuple cultivé. Alors, quelles œuvres par exemple dont vous parlez, les œuvres nordiques là, qui montrent... Alors ça par exemple on l'a beaucoup au XVIIe siècle, chez des peintres qui sont les grands peintres de nature morte par exemple, on a un très très beau tableau de Peter Claes qui est au musée de La Haye, au Mauritshuis de La Haye, et qui est une très très belle nature morte de livres, d'écrits, il y a une plume, et posé par-dessus un crâne. C'est-à-dire qu'on a le crâne au-dessus de tous les instruments de la connaissance. Alors évidemment, le message, c'est aussi de dire que sur Terre, rien ne dure, et qu'aussi tout ce qu'on a appris sur Terre,
s'arrêtera avec nous au moment de la mort. Donc de même que la jeunesse ne dure pas, de même que la beauté ne dure pas, de même que les plaisirs ne durent pas, mais la connaissance aussi, c'est quelque chose qui est forcément temporel et temporaire. Donc, au-delà de la mort, tout ce qu'on a appris sur Terre s'arrête aussi. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une finitude en soi, c'est la mort, et qu'on ne peut pas évidemment y échapper. Donc tout ça est aussi une des notions, et ça on le retrouve mais vraiment beaucoup dans cette peinture très nettement d'obédience protestante, qui est la peinture du XVIIe siècle hollandais. Peter Claes, Claeseda peuvent faire ce genre de représentation. Okay, très bien. Donc justement, le protestantisme, maintenant on y vient, donc 1512 c'est la fameuse chapelle Sixtine, et 1517, thèse de Luther. Donc comment est-ce que ça va être c'est la première, non c'est la deuxième grande crise, c'est ça, du catholicisme? Oui, du capitalisme, c'est intéressant parce qu'il y a aussi il y a un lien qu'on pourrait mentionner, mais ça nous entraînerait très loin. Oui, 1517, c'est capital. Alors Luther est déjà un personnage important, ce moine augustinien qui était venu à Rome, qui a été absolument choqué par ce qu'il a vu à Rome, ce qui est une des causes très très fortes de la remise en cause du monde catholique par Luther, c'est ce qu'on appelle le trafic des indulgences. C'est-à-dire que, moyennant finance, on peut acheter des indulgences qui vous permettent surtout d'éviter une étape, c'est l'étape du purgatoire. Donc, et puis alors, pour la reconstruction de Saint-Pierre de Rome, on avait fait des indulgences plénières, c'est-à-dire que c'était un scandale total. Pour payer Saint-Pierre de Rome, c'est assez amusant. Au fond, la construction de Saint-Pierre de Rome a beaucoup aidé le développement de la réforme, parce que ça a été considéré par le peuple comme quelque chose de très scandaleux. Donc Luther rentre dans le monde germanique, et il y aura en 1517 les 95 thèses de Luther placardées sur les portes de la cathédrale de Wittenberg. C'est le programme de la réforme en tant que tel, et là, ça sera la rupture définitive. Jusque-là, on a plusieurs personnes, même dans le monde catholique, avaient espéré une possibilité de rapprochement entre les idées qui naissaient et le monde catholique. Là, c'est définitivement plus possible. Luther est excommunié, la rupture est totale. Donc 1517, c'est vraiment une crise très forte. C'est tout bêtement ce qu'on pourrait appeler un schisme. Le monde chrétien est coupé en deux. Il y a d'un côté les catholiques, donc tout ce qui était la religion dominante de l'Europe, et puis de l'autre côté, les réformés, et c'est une traînée de poudre. Les États germaniques, beaucoup d'entre eux se convertissent. La Saxe est un bastion de ce qu'on appellera plus tard le protestantisme, de la réforme, mais on va avoir évidemment mais même au cœur même des cours d'Europe. On sait que la propre sœur de François Ier en France est séduite par les idées de la réforme. Donc même dans des familles princières, royale, très très ancrée dans le monde catholique, il y a une tentation par rapport aux idées de la réforme. On s'est même beaucoup demandé pour les artistes. À une époque, maintenant, on est un peu dubitatif là-dessus. Michel-Ange, dont on a déjà parlé sur le plan spirituel, on s'est beaucoup demandé si Michel-Ange n'était pas lui-même très intéressé par ces idées de la réforme, et que justement, avec Vittoria Colonna, s'il n'y avait pas déjà chez eux une sorte d'ouverture vers des idées qui seraient justement des idées qui ne sont plus celles de l'obédience stricte catholique. Donc c'est absolument capital. Et justement, les princes allemands se servent aussi politiquement de Luther pour asseoir leur pouvoir et pour Bien justement sûr. contrer le catholicisme. Oui, c'est les princes allemands, ceux qui se convertissent, donc je le répète, en tête, les électeurs de Saxe, sont vraiment, d'ailleurs les grands protecteurs. Luther se réfugie chez les électeurs de Saxe, sont vraiment, vont comprendre à quel point la réforme, c'est un moyen aussi d'asseoir la puissance de ces États allemands, puisqu'on revient à une chose assez évidente, de même que l'Italie n'existe pas, l'Allemagne n'existe pas, on a des États italiens comme on a des États allemands. La seule différence, c'est que le monde germanique est chaperonné par l'empereur, le terme du Saint-Empire romain germanique. Il y a une sorte d'autorité morale qui chaperonne l'ensemble des États germaniques, mais l'Allemagne en tant que telle n'existe pas, et on a des ouvertures de plus en plus fortes, et c'est vrai que c'est une lutte qui va être une lutte très 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 vivace pendant tout le XVIe siècle, et alors ça aura même une conséquence
qui à la base n'était pas forcément très religieuse, mais qui sera présente, c'est l'Angleterre qui se détache de Rome. Alors évidemment, Henri VIII le fait plutôt à la base pour une affaire amoureuse, puisque c'est pour pouvoir épouser Anne Boleyn qu'il va se séparer de Rome, et c'est la naissance de l'anglicanisme. Donc, comme le pape n'accepte pas de dissoudre le mariage avec Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn, il décide qu'il devient lui-même le chef suprême de l'Église anglaise, qui ne dépend plus de Rome, et c'est la naissance de l'anglicanisme. Et c'est d'ailleurs ce qui expliquera que l'Angleterre sera toujours très proche des pays protestants, puisque c'est deux entités qui s'opposent à Rome. Et ça explique aussi cet extraordinaire jeu politique, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, vous en parliez Frédéric, ce jeu politique à trois du XVIe siècle. François Ier, Charles Quint et Henri VIII. Le jeu qui est toujours entre ces trois hommes, qui sont les trois hommes les plus puissants de l'époque. Il faudra aussi rajouter le grand Turc Soliman le Magnifique qui joue aussi. Mais dans l'orbite européenne, on a vraiment ce jeu à trois. Et c'est vrai que Henri VIII représente aussi, à partir du moment, la rupture avec Rome, pour des raisons très différentes, mais c'est aussi une chose, et ça expliquera entre autres pourquoi, à partir de son 4e mariage, Henri VIII cherche des princesses protestantes comme épouse. Anne de Clèves sera sa 4e épouse, parce qu'elle est d'une famille liée au protestantisme, donc opposée à Rome. D'accord, très bien. Donc, dans cet âge mature de la Renaissance, on a évoqué Raphaël, Michel-Ange. Donc là, si on revient vraiment à l'art, Raphaël, Michel-Ange, Léonard, on peut peut-être un peu développer Léonard. Ah oui, Léonard, c'est une figure ô combien exceptionnelle. Alors donc, en dehors du fait que Léonard ne trouvera pas sa place à Rome, Léonard, lui, aura vraiment deux grandes villes italiennes au niveau de sa carrière. C'est Florence tout d'abord et c'est Milan ensuite. Alors ça, c'est aussi assez passionnant parce qu'on pourrait faire une petite différence sur un plan philosophique. Raphaël comme Michel-Ange sont des platoniciens. On est vraiment dans la notion du néoplatonisme dont on a déjà parlé, la quête de l'idéal, la quête de la beauté parfaite. Michel-Ange, Raphaël, là-dessus, qui sont très différents sur d'autres plans, sont proches. Léonard est nettement plus aristotélicien. Et c'est la raison pour laquelle Milan est une ville qui ne peut que l'attirer. Milan, c'est déjà à l'époque une ville industrieuse. C'est une ville où l'on a le sens, j'allais dire, de ce qui est concret. Et pour Léonard, qui est évidemment artiste, mais aussi passionné par les sciences, c'est une ville qui lui correspond admirablement bien. Florence, qui est une ville platonicienne, au fond, Milan est vraiment un pôle d'attraction pour Léonard. Et donc, il va quitter Florence pour aller travailler pour Ludovic le Mort, Ludovic Sforza, le représentant, le régent de Milan à l'époque, qui deviendra duc quelque temps plus tard. Et donc Léonard la trouve une ville qui lui correspond tout à fait. Et dans son cheminement, il y a donc eu Florence, il y a Milan, il y aura donc Rome qui se passe mal, et puis l'arrivée en France en 1516 et la mort en 1519. Et là, Léonard trouve en France, avec François Ier, je dirais peut-être le mécène qu'il a cherché toute sa vie. Alors sans tomber dans une psychanalyse un peu facile, Léonard était un enfant naturel, Léonard était bâtard, Léonard avait un père qui était un personnage assez particulier, il n'a pas eu de mère, puisque sa mère était une petite paysanne que son père avait engrossée et qui a dû quitter très très vite la propriété, donc Léonard a eu une absence de mère absolument évidente. Et quand il arrive en France, avec ce jeune roi qui est François Ier, il y a une sorte de lien, et ce qui est d'ailleurs magique, et ça on est sûr que c'est vrai, on sait que François Ier, roi de France, appelait Léonard Padré. Donc il l'appelait mon père. Je dirais que là la boucle est bouclée. Cet homme qui a toujours cherché une famille trouve en France un roi qu'il appelle le père, c'est assez magique. Et alors Léonard, c'est la figure qui est à part. Moi j'ai presque envie de dire, en étant provocateur, qu'à la limite la peinture chez lui c'est pas le plus important. D'ailleurs on connaît au grand maximum 14 tableaux de chevalet de Léonard, on a très peu de choses. Léonard il touche à tout. Alors il n'a pas tout inventé, comme on l'a dit, ça aussi, ça fait partie des grands mythes. C'est vrai que Léonard est aussi quelqu'un qui sait merveilleusement récupérer les inventions des autres. Donc il y a beaucoup d'inventions qui avaient déjà été envisagées par d'autres, mais que Léonard arrive à reprendre et à mettre à sa sauce, si je puis dire. Donc Léonard, c'est aussi une éponge, il sait divinement s'adapter à ce que les autres ont pensé, mais c'est vrai qu'il touche à tout.
Il touche absolument à tout. Il s'intéresse à l'architecture, il s'intéresse à la peinture, il s'intéresse à la sculpture, il s'intéresse à la poésie, il s'intéresse aux sciences. Quand il travaille pour Milan comme pour la France, il fait des décors de fête. Il fait, c'est fabuleux, on raconte toujours l'histoire de l'automate fabuleux qu'il avait inventé à Milan, qui était un lion grandeur nature, qui marchait tout seul, et quand il arrivait devant la dame devant laquelle il devait s'incliner, la gueule du lion s'ouvrait et un bouquet de fleurs en jaillissait. Et on pense que c'est tout à fait vrai, Léonard pouvait... Mais tout ça, c'est aussi ce qui montre que des œuvres ont disparu. Tout ça, c'était des œuvres éphémères. Donc les décors de fête, les costumes de fête qu'il a fait à Milan comme il le fait pour la cour de France sont des choses qu'on ne connaît plus. Voilà pourquoi on a peu d'œuvres de Léonard. On a heureusement les codex, les merveilleux recueils de dessins qui sont évidemment à des sommets de l'art occidental. Mais Léonard est vraiment une figure très indépendante. Et on peut comprendre comment il devient un mythe de son vivant même, sans parler de la peinture du 19e qui en a fait un mythe absolu et total. Dès l'époque, il a une place à part. C'est l'illustrateur de cette révolution technologique. Enfin, ah, complètement, totalement. Il est le symbole de ce grand mythe qui traverse les époques, qui est l'art et la science. Associer l'art et la science, Léonard est vraiment un des hommes qui est un des tout premiers à montrer une possibilité d'association monde artistique et monde scientifique. Et donc maintenant, il nous en manque un quatrième, qui est le fameux quatrième peintre, qui est Titien, dont on n'a pas beaucoup parlé. Peut-être qu'on peut un peu évoquer Titien. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de Venise, parce que Venise est une ville à part. C'est une ville totalement indépendante. Alors d'abord, c'est une république, même si ce n'est pas vrai, parce que c'est une oligarchie, c'est un gouvernement aristocratique, mais elle se proclame république, elle sera république sérénissime. Elle gardera, elle, ses institutions jusqu'à la fin de son histoire. C'est-à-dire que Venise, contrairement aux autres cités italiennes, restera une république avec le doge. Alors, au début, le doge a tous les pouvoirs. À la fin de l'histoire vénitienne, il n'y en a quasiment plus aucun. C'est un pouvoir symbolique. Mais les institutions restent les mêmes. Les autres cités italiennes changent. Par exemple, Florence, d'un monde qui est un monde républicain, va passer à un duché et un grand-duché de Toscane. C'est le cas de toutes les cités. Progressivement, on a des titres, et ces titres font que les États deviennent des marquisats, des duchés, etc. Venise reste république, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 1797, quand Bonaparte abolit le Grand Conseil de Venise. Donc c'est déjà une cité à part. C'est une cité qui est un défi. Comme le disait Le Corbusier, l'architecte bien connu, c'est le plus grand défi urbanistique de tous les temps. Et c'est vrai, ne serait-ce que la survie de Venise le montre ô combien de nos jours. Eh bien, ce défi exceptionnel a une société qui est une société à part. Étonnamment, les artistes vénitiens voyagent peu, alors qu'on est totalement à une époque d'artistes itinérants. Depuis les primitifs jusqu'au XVIe siècle, les artistes voyagent, on les trouve dans une ville, dans une autre. À Venise, a priori, on reste à Venise. Titien est un des rares qui viendra travailler à Rome pour la papauté, qui viendra à Augsbourg pour travailler pour l'empereur Charles Quint, mais c'est vrai qu'en tant que tel, Venise a plutôt tendance à rester sur elle-même. Il y a un phénomène qui est un phénomène de captation des artistes. Là, on n'est pas du tout dans la politique florentine qui est d'exporter ces artistes. À Venise, on les garde. Autre chose, Florence est une ville éminemment virile. L'idéal de beauté florentin, c'est un idéal masculin. Si on prend, ne serait-ce qu'un exemple, les David de Donatello, dont le plus célèbre est le David de bronze, le David de Michel-Ange. David est quasiment un symbole florentin. Venise est une ville féminine. D'ailleurs, il y a toujours eu un jeu de mots entre Venise et Vénus. La vénusté de Venise, c'est une chose importante. Venise est née de l'eau comme Vénus est née de l'écume de l'eau. Il y a vraiment un lien très fort. Donc, une ville est virile, une ville est féminine. Une ville est une ville qui considère que le luxe ne doit pas trop se montrer. C'est Florence. Le luxe, on le garde pour l'intérieur. À l'extérieur, un palais doit être pas modeste, mais ne doit pas être trop ostentatoire. Quand, comme l'Ancien fait construire à Florence le palais de sa famille, le palais des Médicis, il refuse le projet de Brunelleschi, qui est trop riche pour lui. Et il prend le projet de Michelozzo,
qui est plus sobre. À Venise, le luxe, on le montre. C'est une ville qui n'hésite pas. Certains, à Florence, on va considérer que c'est une ville parvenue, c'est une ville qui étale. À une époque, on aurait dit bling-bling, hein, c'est vraiment ça en tant que tel. Les palais sont couverts de peinture. Il faut voir que Venise est une ville de peinture. Les façades des palais étaient couvertes de fresques. Évidemment, avec le temps, tout ça a disparu. Donc, c'est une ville de la richesse et de la richesse assumée. C'est une ville de la femme. C'est une ville déjà du plaisir. Alors, avec la décadence des Vénitiennes, ça ne sera même plus que ça. Ce qui comptera, c'est les casinos, c'est le carnaval, c'est les courtisanes. Mais Venise, c'est ça. Et il y a Titien. Alors, Titien, c'est la grande figure du XVIe siècle vénitien. C'est le maître incontesté de Venise. Certains artistes le payeront très cher. Quand on n'est pas strictement dans l'obédience de Titien, on a du mal à faire carrière à Venise. Lorenzo Lotto, qui est un vrai Vénitien pourtant, il est né à Venise, bien quittera Venise et trouvera plus vraiment sa place à Venise au moment de la toute-puissance de Titien. Donc Titien, c'est aussi passionnant parce que c'est le triomphe de la couleur. C'est le triomphe d'une peinture qui est une peinture où le dessin perd de l'importance. C'est la grande école coloriste, c'est la grande école de la lumière. Et d'ailleurs, Venise sera toujours une référence pour les peintres de la couleur et de la lumière. Moi, je trouve qu'il y a un très bel exemple, c'est Claude Monet. Quand Claude Monet, à la fin de sa vie, sait qu'il ne pourra plus faire qu'un voyage à l'étranger, son dernier voyage, c'est pour Venise. Venise, c'est une ville qu'il ne connaissait pas encore et il veut absolument. Turner fera plusieurs voyages à Venise, Whistler ira à Venise. C'est la ville des peintres de la lumière et de la couleur. Et ça, Titien en est vraiment un des grands symboles. Florence et Rome, c'est plutôt le dessin. Venise, c'est la couleur. Alors c'est toujours un peu caricatural de séparer de cette façon-là, mais c'est quand même des grandes réalités qui dominent encore. Les coloristes vont toujours réclamer Venise, les dessinateurs plutôt Florence. Et Titien va perdurer aussi la Renaissance, cette idée de Renaissance, parce qu'il a une carrière très longue, à l'inverse d'Araphaël qui meurt très jeune. Tout à fait, ou par exemple à Venise d'un Giorgione qui meurt très jeune aussi. Titien a une carrière très longue et c'est là où on aborde ce qui peut être considéré comme une autre étape. À une époque, on considérait ça comme la décadence de la Renaissance, mais Titien a une carrière tellement longue que c'est un peintre de la Renaissance, mais il termine comme un peintre du maniérisme. Donc on est vraiment passé à une autre esthétique et le Titien âgé n'est plus un homme de la Renaissance, c'est déjà un homme très tenté par le maniérisme. Et donc là on peut évoquer finalement le dernier coup d'arrêt de cette Renaissance qui est 10 ans après Luther, évidemment le sac de Rome. Triomphe d'un prince, encore une fois, d'un grand prince d'Europe. Oui, le sac de Rome, c'est un événement. Alors, je vais reciter André Chastel, que j'ai déjà cité. André Chastel disait qu'au fond, le sac de Rome, c'est la mort intellectuelle de la Renaissance. Et ça me paraît une très belle formule. Il y aura des éléments Renaissance qui vont perdurer dans l'art, mais l'esprit de la Renaissance ne se remettra pas du sac de Rome. Clément VII, alors, en simplifiant beaucoup, la papauté à l'époque était toujours entre deux grandes tendances. Le parti pro-français, le parti pro-espagnol. Et c'est vrai qu'au début, le pape Clément VII montre plutôt des liens avec le parti espagnol, donc Charles Quint. Et puis, devant la puissance de plus en plus hégémonique de Charles Quint, entre autres, le pape a un peu peur d'une confiscation de certains territoires pontificaux. C'est la raison pour laquelle le pape va commencer à s'intéresser au parti français. Charles Quint est un peu furieux de ce changement de politique de la papauté. Il veut faire peur au pape. Et c'est comme ça qu'est réunie une grande armée dans le nord de l'Europe et que cette armée va marcher sur Rome. Je sais qu'on reparlera de ça à d'autres époques. Ça sera une marche sur Rome. Et cette armée, Charles Quint dira toujours que c'était une menace. En fait, le sac de Rome aura vraiment lieu. Alors en plus, Rome est une ville ouverte. Rome n'a pas de... contrairement à d'autres villes, il n'y a quasiment pas de fortification à Rome. C'est une ville dans laquelle on peut rentrer. Alors vraiment, c'est une ville qui se défend très mal. Et donc la troupe arrive. Il faut voir une chose, c'est que ce sont des mercenaires. À l'époque, on n'a pas d'armée nationale, on a des armées de mercenaires. Les mercenaires n'ont pas été payés. L'habitude, c'est de se payer sur le tas, c'est-à-dire sur les butins et puis sur les villes qu'on rançonne. Ces soldats n'ont pas été très bien payés, pour ne pas dire pas du tout, et ces mercenaires vont donc attaquer la ville de Rome. Et c'est pendant des mois
un saccage absolu de la ville de Rome. On pille les palais, on pille les couvents, les églises, les monastères. C'est un traumatisme total, traumatisme absolu. Cette ville qui était devenue le symbole de la Renaissance est foulée aux pieds par les troupes de Charles Quint. Charles Quint va passer, mais je dirais le reste de sa vie à essayer de faire excuser en disant que c'est pas du tout ce qu'il voulait simplement faire peur au pape. Enfin vraiment, pour un empereur très catholique comme Charles Quint, c'est terrible d'être associé au saccage de la ville qui est le symbole même du catholicisme et de la chrétienté. Donc ça sera pour lui aussi un traumatisme d'une certaine façon, mais c'est vrai que Rome est saccagée. Et donc l'âge d'or, on ne peut plus y croire. Cette fois-ci, il y avait déjà eu un coup d'arrêt avec 1494 et l'arrivée des troupes de Charles VIII en Italie. Là, maintenant, c'est une ville entière qui est saccagée. Et comme le dit André Chastel, l'esprit de la Renaissance ne peut pas survivre à ça. Alors en plus, quand les troupes s'en vont, arrive une épidémie de peste à Rome. C'est-à-dire que la malheureuse population qui n'avait pas été mise à mal par les troupes de mercenaires de Charles Quint va être décimée par la peste. On commence à dire c'est une punition divine. Rome est une ville punie. Sac de Rome plus épidémie de peste, c'est vraiment la preuve que Dieu n'aime plus cette ville et que cette ville doit se réformer, sans prendre un mauvais jeu de mots. Donc c'est quelque chose de très 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 profond. Et les artistes qui auront connu cette période vont ressortir eux-mêmes avec un esprit nouveau. Et c'est ce qu'on appellera la naissance du maniérisme. Indéniablement, les grandes crises religieuses et politiques sont aussi une des bases. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des bases du changement d'esprit qui fait que l'art renaissant en tant que tel va laisser la place au maniérisme. Encore une fois, le maniérisme n'est surtout pas une décadence de la Renaissance, c'est une autre forme d'art. Et à la base, ça aurait dû être un hommage à la Renaissance. Et ça sera autre chose, puisque maniérisme vient de maniera, c'est-à-dire qu'on devait travailler à la manière des grands maîtres. Les grands maîtres, c'est ceux que vous avez mentionnés, Raphaël, Léonard, Michel-Ange, Titien, et toute cette grande corde, Bramante, etc. Mais on devait travailler à la manière des grands maîtres, d'où maniérisme, et tout compte fait, on aura un art complètement indépendant, qui sera, par certains aspects, l'antithèse de la Renaissance. Ça ne sera plus du tout un art à vocation générale et au bon sens du terme, populaire du terme, basé sur la quête de la beauté, etc. Ce sera un art très élitiste, très intellectuel, un art de cour. Il y aura des foyers maniéristes différents les uns des autres. Et c'est un art qui remettra en cause l'anatomie, la perspective, le jeu des couleurs, le jeu des lumières en peinture. On va vraiment modifier absolument tout. On aurait dû travailler à la manière d'eux et on a un art résolument différent. Moi, que je trouve absolument somptueux. Je suis très, très, très fasciné par le maniérisme. Mais c'est un art qui est coupé de la réalité. Un art très artificiel, très intellectuel, encore une fois, et on est sur une autre démarche. Et quelqu'un comme Titien, qui a eu cette longue carrière, va forcément basculer d'une œuvre renaissante au sens plein du terme à une œuvre maniériste en fin de carrière. Et finalement, du coup, c'est aussi Michel-Ange qui termine ce cycle avec le Jugement dernier, avec là où il a triomphé à la Sixtine dans les années 10, et ben, il va finalement se Oui, dans les années 40, c'est la commande c'est d'ailleurs Clément VII, le pape du Sac de Rome, qui lui commande le Jugement dernier de la chapelle Sixtine, donc le mur d'autel. Donc Clément VII lui demande cette œuvre, il ne la verra jamais achevée, puisque c'est le pape Paul III Farnèse, qui inaugurera cette œuvre. Clément VII est mort entre-temps. Et là, c'est passionnant, parce qu'en quelques années, en quelques dizaines d'années, tout a changé. Le mur d'autel, c'est toujours des formes puissantes, c'est toujours les couleurs extrêmement violentes de Michel-Ange. Mais là, les réactions, certains sont pour, mais beaucoup sont contre. Il y a une violence de critique contre l'œuvre de Michel-Ange qui est terrible. On aura alors ceux qui sont les mauvaises langues de l'époque qui se déchaînent. Par exemple, l'écrivain Larétin va écrire que c'est une peinture qui a sa place dans les étuves, sous-entendu dans les bordels. C'est une œuvre choquante. Les nus de Michel-Ange, là, sont jugés scandaleux, alors que ce sont les nus de personnages de l'histoire sainte, donc qui au moins étaient justifiés et justifiables, ce qui n'était pas le cas des Inaudits de la voûte de la Sixtine. Eh bien là, on considère que ces nus sont absolument scandaleux, que cette œuvre n'a pas sa place dans une chapelle, surtout pas la chapelle de la papauté. Donc, beaucoup de critiques. Heureusement pour Michel-Ange, Paul III
soutient l'œuvre, et la soutient vraiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'inaugure et qu'il garde toute sa confiance à Michel-Ange. Paul III est un très grand pape. Je dirais qu'au fond, Paul III, c'est aussi un bon moyen de clôturer cette époque de la Renaissance. Paul III, c'est le dernier des grands papes humanistes. Ce qu'on appelle les papes humanistes, qui avaient cette quête de cette osmose entre l'Antiquité et la chrétienté, etc. Paul III est sûrement le dernier à représenter cet esprit. Après, la papauté se ferme nettement. Et c'est vrai que pour Michel-Ange, c'est une chance qu'il y ait Paul III, mais les réactions sont tellement négatives que malgré tout, on ordonnera qu'un élève de Michel-Ange, Daniele da Volterra, rajoute des repeints de pudeur parce que les nus des personnages du jugement dernier sont jugés scandaleux et qu'on ne détruit pas l'œuvre, mais on rajoute des repeints de pudeur. Et c'est ce qui fait que le pauvre Daniele da Volterra est à tout jamais surnommé par les Italiens Il Braghettone, celui qui rajoute des culottes, parce qu'il a rhabillé une partie des saints du paradis qui étaient entièrement nus dans la peinture initiale de Michel-Ange, dans la fresque initiale de Michel-Ange. Donc c'est une vraie remise en cause, et ça montre aussi une chose, c'est que la voûte de la Sixtine, c'est encore l'époque de l'âge d'or auquel on peut encore croire. Les guerres d'Italie sont terminées, mais on a encore cette croyance que Rome est devenue la nouvelle Athènes ou la nouvelle Rome moderne par rapport à la Rome antique. Le sac de Rome a tout balayé, et ce qui est merveilleux, c'est que la voûte de la Sixtine est peinte avant le sac de Rome, avant les thèses de Luther. Le mur de la Sixtine est peint après Luther, après le sac de Rome. L'esprit n'est plus le même. On a eu avant, on a après, et ce qui est quand même extraordinaire, c'est d'imaginer que c'est le même artiste qui, dans un même lieu, symbolise ce passage. Avant, après, on voit d'abord la voûte de la Sixtine, on voit le jugement dernier, et je dirais que les choses sont écrites et peintes par Michel-Ange d'une façon absolument fabuleuse. Parfait, donc c'est ainsi que se termine notre parenthèse. Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup Frédéric, merci.